Nous ouvrons à présent la masterclass d'Orlan ici au Centre Pompidou, enregistrée dans le cadre du week-end Imagine 2018 de France Culture. Le principe de cette collection d'émissions est le suivant, savoir comment un artiste, une artiste travaille très concrètement pour essayer d'approcher les conditions d'exercice de son art. Avant de véritablement débuter, je me permets tout de même de rappeler que Orlan s'écrit chaque lettre en majuscule, Merci. Car vous ne voulez pas rentrer dans la ligne, dans les rangs. Là, c'est la déclaration liminaire qu'on peut lire sur votre site internet. Elle résume assez bien, en effet, la position que vous tenez depuis quelques décennies déjà, depuis l'œuvre photographique Orlan accouche d'elle-même. C'est un bon point de départ. Même A-I-M-E. Oui. Souvent réduite à l'art corporel quand on parle de vous, votre pratique, on va le voir dans cette heure de conversation, est bien plus vaste que cela. Vous utilisez la sculpture, la photographie, la performance, la vidéo, la 3D, les jeux vidéo, la réalité augmentée, les techniques scientifiques, médicales, la chirurgie, les biotechnologies. Je laisse 3 petits points. Il s'agit le plus souvent d'interroger les questions d'ordre politique, religieuse, social, la façon dont elles s'inscrivent dans nos chairs, dans nos esprits. Rappelons également que vous êtes l'une des artistes françaises les plus connues à l'international. Un nombre impressionnant d'expositions personnelles de par le monde, cette année au Mexique, en Autriche, aux États-Unis, l'an passé en Argentine, en France, en Hongrie, en Allemagne, aux États-Unis encore. J'ai appris par Art Index que j'avais fait 255 expositions l'année dernière. Heureusement qu'Arindex est là. Alors, je ne mentionne pas les expositions collectives, les biennales, parce que là, on y passerait l'heure. Dire aussi que vous avez reçu de nombreuses récompenses, là encore, à travers le monde. Peut-être revenir au point de départ, tout de même. Orlan, est-ce que vous croyez en la vocation? Est-ce que vous pensiez être prédestiné à devenir artiste? Alors déjà, j'aime pas le mot croire, alors vous pourriez en employer un autre, ça serait bien. Est-ce que vous pensiez Merci. la vocation? Non, je pense pas à la vocation, mais c'est vrai que moi, je ne sais pas faire autre chose, que j'ai toujours fait de l'art, et de manière très très différente. Vous parliez de toutes les pratiques que j'ai utilisées, mais aussi j'écris des poèmes chaque jour, chaque soir, chaque nuit, depuis l'âge de 15-16 ans. Et j'ai tâté du théâtre, j'ai été actrice à une certaine période de ma vie. J'ai fait beaucoup de choses d'une manière très intense. Ce qui m'importe, c'est que la vie soit intense et toujours avec une attitude critique sur le monde et sur moi-même. Donc ça, c'est ce qui me motive, quoi. Je pense qu'effectivement, aussi, je suis né à un moment, dans une génération où vraiment tout est à faire, en particulier pour les femmes, puisque on a toutes, en tout cas les femmes de ma génération, tout ou presque, demandé la contraception et puis vouloir que l'avortement ne se passe plus dans des conditions effroyables. Et je peux en parler parce que j'ai eu 4 avortements. Et vraiment, donc il y a eu du mieux pendant un certain temps. Vous disiez comédienne, vous aviez peut-être la vocation de comédienne, vous avez failli l'être, et puis il y a quand même des rencontres qui vous ont pas donné envie de poursuivre cette voie. En fait, le théâtre m'a beaucoup apporté. J'ai choisi de faire du théâtre parce que j'étais très timide. Et c'était une chose qui m'ennuyait vraiment beaucoup parce que j'étais en rage contre la société, contre beaucoup de choses qui se passaient par rapport aux femmes. Et je n'étais pas capable, en public, de l'articuler, de le dire. Et donc, j'ai pensé faire du théâtre. Et effectivement, je conseille à tous les timides et les timides d'en faire. En 10 séances, on sait se mettre debout devant une salle et regarder ceux qui vous regardent. Et en fait, vous restez toujours timide, mais en fait, personne ne le voit. Donc ça, c'est très important parce que ça change votre rapport à la société. Donc c'est un des conseils de ma masterclass la plus important. Malgré tout, vous avez quand même choisi une forme de pratique, c'est-à-dire, on va dire, dans le monde des arts plastiques, plutôt qu'une autre. Vous parliez de l'écriture poétique tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous a fait choisir une forme d'art plutôt qu'une autre?
Ah non, mais justement, j'ai absolument pas choisi une pratique dans laquelle je ne ferais que ça. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement avoir une idée, un concept, et ensuite trouver la matérialité qui me permet de dire au mieux cette idée en me situant, en me positionnant dans mon époque. L'époque, il faut parler du contexte. La morale et la passion, bien sûr. Le contexte aussi social, politique, dans lequel vous avez réalisé vos premières œuvres. S'inscrire comme artiste dans la France des années 60, c'est évidemment un geste politique, surtout quand on s'appelle Orlan et qu'on pose un acte comme l'acte d'une femme libre qui veut s'affranchir Enfin, qui essaie, des règles, qui essaye. Mais le contexte était très, très lourd, très difficile. Qu'est-ce qui vous a fait franchir le pas, passer à l'acte? Bien ça, vraiment, il faudrait observer tout ce que j'ai pu faire. Vous savez, c'est comme la Renaissance, ça commence pas à telle heure, tel jour, à tel moment et à telle date. C'est un ensemble. Je crois que c'est les lectures, que c'est les rencontres, que c'est aussi parfois toutes les choses qui agissent en empreinte. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes complètement contre. Par exemple, moi, j'ai détesté la Vénus de Botticelli, et j'ai fait beaucoup d'œuvres autour de la Vénus de Botticelli. Si je découvrais un cadavre d'une femme tuée par un serial killer sadique, quand j'ai vu le tableau L'origine du monde de Courbet, c'est quand même ce qu'on a fait de pire aux femmes, quoi, leur couper la tête, les bras et les jambes. Vous avez répondu avec L'origine de la guerre. Oui. Description de l'œuvre. Alors, oui, il n'y a pas d'image. Hein. Ah, mais c'est la radio. On est au centre Pompidou, il y a un écran derrière nous, mais quand même. Alors, j'essaie de décrire. D'abord, donc, l'origine de la guerre, c'est exactement comme l'origine du monde. Donc, j'espère que vous connaissez un peu l'origine du monde. En tout cas, je peux dire que c'est une femme. Donc, moi, j'ai pris un homme et je lui ai coupé la tête comme à la femme. J'ai pris un homme, je lui ai coupé les bras comme on a fait à cette femme. Et je lui ai coupé les jambes, comme on a fait à cette femme. Et donc, il reste pour la femme que le sexe et l'organe reproducteur, le ventre, alors que pour l'homme, il reste un sexe qui bande un peu, mais pas trop, qui est un sexe vraiment à la portée de tout le monde, qui humilie personne. C'est pas du tout un Mapplethorpe. Je ne voulais pas du tout penser à ça. Et donc, voilà. Et en plus, pour moi, je peux le dire, puisqu'il veut que je le dise, et j'adore ça, la personne qui pose est un acteur important qui jouait le rôle de Satan avec Depardieu dans Sous le soleil de Satan, et donc c'est la queue du diable. Ça, c'est une réponse. Dans les années 70, Orlan, le travail s'inscrit très clairement dans une démarche féministe, vous l'aviez évoqué, de libération, mais qui interroge en même temps et simultanément la place de l'artiste, comme on y revient quand même en 77 lors de la FIAC, où vous êtes venu avec cette statue de la Vierge, mais vous, vêtu d'un tablier représentant une photo de vous nue. Alors là aussi, on va dire tête, bras et jambes coupées, puisque le tablier reprend votre torse nu. Vous proposiez aux visiteurs de glisser cette pièce de 5 francs dans une fente prévue à cet effet. C'était pour avoir un baiser de l'artiste. Il faut rappeler que vous n'étiez pas invité à cette 4e, je crois, FIAC, que vous avez été escorté par quelques camarades artistes et que c'était une véritable performance et une véritable transgression. On voit d'ailleurs, on peut voir des journaux télévisés qui évoquent votre irruption dans la FIAC. Ça a créé le débat immédiatement. Comment est-ce que vous aviez conçu cette œuvre ? Alors, c'était à partir d'un texte que j'avais écrit, qui s'appelait « Face à une société de maires et de marchands ». Et donc, on était à la FIAC avec beaucoup de marchands. Et le texte commence par une phrase qui est au pied de la croix, 2 femmes, Marie et Marie-Madeleine, 2 types de femmes, 2 stéréotypes de femmes auxquels il est très difficile d'échapper quand on est femme. Donc, d'un côté, il y avait Saint-Orlan, donc une photo collée sur bois et détourée. Ça a été ma spécialité à un certain moment, de faire beaucoup d'œuvres en photo, grandeur nature, collées sur bois et détourées pour 5 francs. Et de l'autre côté,
je passais derrière une sorte, on pourrait dire, de distributeur automatique de baisers. Et donc, il suffisait de mettre 5 francs dans mon buste, qui était aussi en bois collé qui était ma photo collée sur bois. Et j'avais un sein qui clignotait en rouge. Je gueulais comme un camelot, qui n'a pas son baiser, qui n'a pas son baiser, un vrai baiser, un vrai de vrai, parce que c'était pas un mimi, c'était pas un bisou, c'était avec la langue. C'était important qu'il y ait la langue, parce que je crois beaucoup en la langue. Et donc, presque toutes mes œuvres sont parties de textes écrits ou bien de lectures. Et donc, j'ai d'abord écrit ce texte pour faire cette performance. Et ensuite, effectivement, je l'ai imposé à la FIAC alors qu'on m'a jeté. Et ce qui a été très amusant, c'est que finalement, pour qu'il n'y ait pas de scandale, pour qu'il n'y ait pas une esclandre extraordinaire, quand sont arrivés les officiels, donc le ministre, les directeurs de la FIAC, enfin tous les gens qui venaient visiter, j'ai des amis, et vous savez, il faut parfois avoir des amis en place pour passer, qui m'ont fait passer d'une manière absolument somptueuse, en prenant le piédestal, parce que c'était un très grand piédestal où étaient la Madone et Saint-Orlan et Orlan-Corps, sur leurs épaules. Et donc, on traversait la FIAC, et Jobé Duval, et Trigano, et tout le monde a fait comme si c'était une performance programmée. Donc ça, c'était très joli. Alors après, il y a eu un énorme scandale, à tel point que la FIAC recevait l'Argus Press non plus à FIAC, mais à baiser de l'artiste. Ils n'ont jamais eu autant d'articles. Et donc, finalement, j'ai été renvoyé quand même de l'école dans laquelle j'enseignais par un télégramme, ce qui était complètement illégal. Un télégramme qui disait « Ton attitude de ces derniers jours est incompatible avec ton rôle de formateur. Tous tes cours sont suspendus, nous aviserons pour ton compte. » Donc là, effectivement, mes étudiants ont été fantastiques et ils ont fait des chansons pour que soit réintégré Orlan. Et ils n'y sont pas arrivés. Et moi, je me suis retrouvé dans une galère, mais vraiment dingue, avec... je n'avais plus de logement, je n'avais absolument plus d'argent, puisque je ne recevais pas cette paye chaque mois. Et je dois dire que je me suis retrouvé à la rue. Donc ça a été très, très, très violent. Mais après, il y a eu des quantités de happy end, puisque cette pièce a été achetée, d'abord préservée par quelqu'un qui était merveilleux, Jean-François Tadei, dans le storage d'Éric Fabre. Et ensuite, cette pièce a été achetée donc, dans la collection du FRAC des Pays de la Loire. Et il y a eu des pièces aussi achetées par le Centre Pompidou qui ont à voir avec cette œuvre du baiser de l'artiste. Donc, vous voyez, happy end sur happy end, cette pièce va dans le monde entier et pratiquement dans toutes les histoires de l'art. Et finalement, 3 ans après cette galère, j'ai retrouvé une place de prof à Dijon. Donc, vous voyez, il faut essayer de faire des choses, je pense, sans forcément vouloir être reconnu d'emblée et parfois avec des aléas très durs avant la félicité. Alors, ce qui suit, Orlan, c'est aussi la création du Symposium international de la performance à Lyon, que vous allez animer pendant 4 ans, au tournant des années 80. Là aussi, il y a un texte, le manifeste de l'art charnel, le Carnal Art Manifesto. Il y aura aussi, plus tard, je fais un petit bond dans le temps, mais parce que le présent vous intéresse toujours, une série d'opérations chirurgicales performance, réalisées là dans les années 90. L'art géco-médiatique, là encore, alors qui ont peut-être aussi quand même pour partie occulté une plus large part de votre production, on l'a dit tout à l'heure, qui est vraiment protéiforme, mais au moment de ces opérations chirurgicales performance, Orlan, c'était pour vous la forme juste pour continuer à trouver votre chemin d'expression. Comment est-ce que vous décidez d'ailleurs de la forme que doit prendre une idée ? Alors, je dois dire qu'entre-temps, j'ai fait quand même beaucoup de choses avant les opérations chirurgicales. Et c'est vrai que je suis très fier d'avoir fait cela, mais que ça cache tout le reste. Ça cache ce que j'ai fait avant et ça cache ce que je fais maintenant. Est-ce qu'on en revient toujours là? Mais ça prouve aussi que j'ai touché un nerf et que j'ai dit quelque chose de très important.
Je travaillais aux États-Unis, à New York, j'avais ma galerie Sandra Gehring, et j'avais pu voir de près, effectivement, beaucoup de femmes qui avaient été opérées, beaucoup plus que chez nous. Donc, je me suis intéressé à ces opérations chirurgicales et je me suis dit, mais qu'est-ce que... Moi, j'aime beaucoup quand il y a un phénomène de société que l'on peut pointer, que l'on peut interroger et dont on peut prendre conscience soi-même et avec les autres. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et effectivement, ce qui m'a intéressé, c'est de demander à un chirurgien ou à une chirurgienne de faire un geste médical, opérationnel, on pourrait dire, et une opération réussie si possible, qui ne partent pas du tout de l'idée de se faire plus belle. Et donc, avec ma chirurgienne de New York, on a eu l'idée, elle ne l'avait jamais fait, on a cherché ensemble, on a fait mettre des implants normaux qu'on met sur les pommettes, qui sont durs, qui sont en plastique dur. Et je me suis dit, toute mon œuvre est du côté du dérèglement, du pas de côté, de l'interrogation. Donc, je vais faire mettre ces implants ailleurs, dans mon visage. Et après beaucoup de discussions, elle m'a dit qu'elle se sentait capable, bien qu'elle ne l'avait jamais fait, que ça n'avait jamais été fait, de les faire tenir. Alors, maintenant, pour qu'ils soient à nouveau à leur place, parce qu'ils ont changé de place, il faudrait que je me fasse faire un lifting. Vous voyez, si c'était comme ça, ils seraient à nouveau à la place qu'ils avaient avant. Je ne sais pas si je le fais bien, il faudrait que j'ai une glace. Donc, effectivement, tout ça évolue. Et au début, les implants étaient très gros parce que le corps essaye de s'en débarrasser. Et donc, il y a une infection, il y a une inflammation. Et ensuite, c'est le contraire, le corps essaye de les intégrer. Et donc, toucher au corps, c'est comme une tentative de sortir du cadre. J'ai fait effectivement des tentatives de sortir du cadre en photo, avec un cadre que je passe à travers, soit masqué, soit non masqué. C'est cette idée-là, faire comment sortir du formatage. Donc, effectivement, la chirurgie esthétique est utilisée pour coller au modèle qu'on nous propose. C'est ce que veulent en général toutes les personnes qui se font opérer. Donc moi, en demandant à cette femme de me faire un geste opératoire qui n'avait jamais été fait et qui n'était pas censé apporter de la beauté, mais au contraire, parce que si pour vos auditeurs, vous me décrivez comme une femme qui a 2 bosses sur les tempes, ils vont vraiment penser que je suis monstrueuse, que je suis indésirable, imbaisable. Et si on me voit, ça ne change pas à tous les coups, mais ça peut changer. Donc, ce qui m'était intéressé, c'était d'apporter de la différence, et puis qu'en plus, effectivement, on puisse se rendre compte que ces bosses, finalement, peuvent aussi devenir un organe de séduction. Voilà. Mais à propos de cela, et parce qu'on va évidemment pas s'arrêter à ces opérations chirurgicales performances, mais parler aussi de travail de biotechnologie, avec aussi des retouches photos, mais aussi avec le robot. On arrivera là en fin de masterclass, j'imagine, Orlan. La chirurgienne de New York, les scientifiques avec lesquels vous travaillez, vous les voyez de quelle façon? Est-ce qu'ils sont d'une co-auteur de l'œuvre ou est-ce que ce seraient des gens de l'atelier d'Orlan? Je les vois pas du tout comme co-auteur. Hein. C'est comme quand je fais des sculptures en marbre de Carrare. Est-ce que le sculpteur dans le marbre est l'auteur de mon œuvre? Bon, ça, moi, j'ai des doutes parce que c'est quand même la suite de tout mon travail. C'était donc là des drapés baroques en marbre. J'ai donné absolument toutes les indications et en plus un modèle. Donc, c'est le développement dans un matériau. Et là, c'était un développement dans un matériau cher. Ce qui était le plus difficile pour les chirurgiens, c'est effectivement que les opérations chirurgicales se plaçaient dans un décor tout à fait différent du leur.
Donc moi, je changeais tout. Je venais en tant qu'artiste. Donc mon équipe chirurgicale était entièrement costumée, soit Paco Rabanne, Issey Miyake, Lan Wu ou moi-même, etc. Et on faisait vraiment des performances dans le bloc opératoire. Et en plus, je donnais des ordres à la photo et à la vidéo. Et non seulement à la photo et à la vidéo, mais aussi au chirurgien qui n'a pas l'habitude, qui est plutôt au-dessus et tout le monde lui passe les petites mains, lui passent ce qu'il faut. Je lui disais, écoute, il faut que tu recommences le geste opératoire, là, parce que tu vois la photo, tu as caché, et il n'avait pas la possibilité de prendre le geste, ni mon visage. Donc, on le refait et la caméra se met ailleurs. Donc, je le faisais pour la vidéo et la photo. Donc, effectivement, on a l'impression que c'est comme ça sur le champ, que c'est de la réalité, et c'est complètement fabriqué dès le départ, comme les idées d'images dans le bloc opératoire, avec des œuvres à moi qui étaient dans le bloc opératoire, qui jouaient un rôle. Donc c'était complètement transformé, et je faisais des dessins avec mes doigts et mon sang pendant l'opération. Ensuite, j'ai fait des sensuaires avec des gaz médicaux, avec mon sang. Enfin, c'était vraiment mon atelier d'artiste, cet endroit. Et ça a été transmis, il faut quand même le dire, puisqu'on est au Centre Pompidou, ça a été retransmis grâce à François Barré qui a accepté un challenge pareil. Et on pouvait me parler en direct. J'avais loué des satellites où il faut noter. Il faut toujours remettre les œuvres dans leur époque. Il n'y avait pas de webcam à cette époque-là. Donc, je devais absolument louer des réseaux satellites. C'était très difficile, ça coûtait très cher et ça ne marchait pas à tous les coups. Là, ça avait marché, mais j'étais aussi au Centre McLuhan à Toronto, dans ma galerie Sandra Gehring à New York, etc. Donc voilà, c'était une chose vraiment très, très ample et qui était avec les outils de mon époque. À cette époque-là, travailler avec les satellites, les réseaux satellites, ce n'était pas si simple. C'est une chose vraiment importante et qui suit tout à fait votre parcours, Orlan, c'est votre intérêt pour les outils émergents, vraiment, qui arrivent à peine, et la façon dont vous allez pouvoir vous en emparer pour poursuivre votre travail artistique. Parce que si je vous posais la question de l'auteur de l'œuvre, c'est bien pour souligner le fait que, on parle d'art plastique peut-être ici, mais c'est de la pensée, et c'est votre pensée qui devient forme avec ces différentes œuvres, que ce soit les interventions chirurgicales, mais ensuite les self-hybridation, qui sont une autre façon finalement de transformer votre visage. Elles sont nées parce qu'il y avait d'autres outils, des logiciels de retouche photo numériques, nouvellement créés, dont vous vous êtes emparé pour finalement hybrider votre visage avec des visages du monde entier ou de différentes cultures. Il y a ce travail de veille qui est toujours très présent chez vous, Orlan. Comment est-ce que vous dites, tiens, cette avancée-là, elle m'intéresse pour mon travail ? Alors, je vais quand même faire une petite parenthèse avant de répondre à votre question, parce qu'il y a une chose que je n'ai pas dite et que je voulais dire sur les opérations chirurgicales, en fait, qui ont été faites non pas d'une manière personnelle, en me disant, tiens, il y a ça qui ne va pas, on va l'arranger. C'était vraiment parce que je voulais me faire une nouvelle image. Moi, Dieu n'est pas une hypothèse de travail ni de vie. Donc, je ne pense pas que le corps est sacré. Et je voulais toucher au corps, parce que je pense qu'à notre époque, il est possible de toucher au corps. Et nous avons bien des rotules changées. Je suis hybridé avec un bœuf. J'ai des os de bœuf dans la mâchoire qui tiennent très bien mes implants. Donc, bon, ce médical-là m'intéresse aussi vraiment beaucoup. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Revenir à la question de la veille. Oui. Savoir comment vous repérez que telle ou telle avancée peut nourrir votre travail formel. Bien, j'essaye de vivre avec intensité mon temps, tout en gardant une attitude à distance, une attitude souvent humoristique. Mais tous les phénomènes de société qui sont là, effectivement, m'intéressent. Et aussi, je lis beaucoup des choses sur le scientifique, sur les biotechnologies. Et il y a quelque chose, par exemple, par rapport aux biotechnologies qui m'a, moi, complètement bouleversé et qui a changé complètement ma manière de penser.
Un jour, j'ai rencontré par hasard et par un intercesseur les cellules ELA, un intercesseur qui s'appelle Jens Hauser, qui est le théoricien des biotechnologies. Et les cellules ELA, ce sont des cellules que je ne connaissais pas, qui sont des cellules cancéreuses, donc des cellules immortelles, d'une femme noire morte d'un cancer et de l'utérus. Et en fait, on a prélevé ces cellules à une époque où on ne savait pas soigner les cancers pour essayer de voir si on pouvait faire quelque chose ou si on pouvait les analyser, etc. Et finalement, ces cellules continuent à être vendues au laboratoire dans le monde entier. Et d'après ce qui se dit sur Internet, vérifié, eh bien, il y a des tonnes de corps qui circulent à partir de ces cellules qui ont été prélevées. Et ça, tout à coup, moi qui travaille sur le statut du corps dans notre société via toutes les pressions politiques, traditionnelles, religieuses et aussi technologiques, pour ma dernière pièce, c'est là-dessus que j'ai travaillé, eh bien, effectivement, je me suis dit, je suis en train de penser le corps et mon rapport au corps et le statut du corps avec des vieux outils, avec des vieilles idées. Là, tout à coup, le fait qu'une femme soit morte, que ses cellules soient vivantes et continuent absolument géographiquement et historiquement à grandir, à grossir dans le monde entier pour faire des expérimentations là-dessus, ça a changé complètement l'angle d'attaque que je pouvais avoir par rapport aux nouvelles technologies. Donc voilà comment ça se passe en fait. Oui, mais à partir de cela, comment ça devient œuvre d'Orlan? Comment est-ce Alors, que vous l'intégrez? Comment est-ce que vous l'inventez? À partir de ça, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai cultivé mes cellules après une biopsie grâce à un groupe d'artistes qui s'appelle Symbiotica et qui ont un laboratoire à Perth, en Australie. Et j'ai fait des installations, des grandes installations, des manteaux d'arlequin, où dans chaque triangle, il y a des cellules filmées, vivantes, donc tout bouge, bien sûr. Et il y a mes propres cellules et des cellules de provenance diverses, de couleurs diverses. Et ça, c'est symboliquement et métaphoriquement extrêmement intéressant, cette coexistence de mes cellules et des autres cellules, qu'elles soient animales ou pas. Mais là, on voit bien, j'évoquais les self-hybridations tout à l'heure, c'est une façon aussi de poursuivre autrement. Il y avait ce travail de Orlan amérindienne, Orlan l'africaine, Orlan l'inuit, avec ce travail sur la photo numérique. Le manteau d'arlequin, c'est une autre façon finalement d'exprimer la même idée. Oui, parce qu'en même temps, c'est une idée comme l'hybridation, c'est aussi l'acceptation de l'autre, c'est aussi l'hospitalité. C'est un mot qui fait très vieux, qu'on n'emploie plus et que moi j'aime bien, d'autant plus à l'heure actuelle que c'est quand même pas mal quand on est un peu hospitalier. Donc voilà, mais ce que j'ai pas dit tout à l'heure, j'ai dit que ce n'était pas une opération personnelle, que c'était une opération en fait pour faire de nouvelles images et de faire justement ces œuvres, on pourrait dire post-opératoires, que sont les self-hybridations précolombiennes, africaines, amérindiennes, ou les dernières, à partir des masques de l'Opéra de Pékin, avec de la réalité augmentée. En fait, j'ai fait des œuvres pour changer les mentalités. D'abord, les mentalités au niveau du féminisme, parce que à l'Opéra de Pékin, ce sont les hommes qui jouent le rôle des femmes, et traditionnellement. Et donc là, moi, je voulais jouer mon propre rôle. Donc j'ai fait fabriquer un personnage qui est à partir de mes scans médicaux, de mes scans, que j'ai ensuite fait articuler. Et quand on scanne les œuvres de l'Opéra de Pékin que j'ai faites, eh bien, on me voit sortir de l'œuvre en avatar, et qui fait donc toutes les acrobaties de l'Opéra de Pékin, et qui peut faire même des choses bien plus importantes, bien plus grandes, et que les corps ne peuvent jamais faire, puisqu'on peut l'articuler comme on veut, lui faire les mouvements qu'on veut. Et on peut se photographier avec cet avatar et mon œuvre, et l'envoyer dans le monde entier. Et mon idée était que dans la galerie, quand on arrivait dans la galerie, c'était des œuvres normales, des photos de self-hybridation comme je fais habituellement.
Mais si on avait dans la poche un Android, et tout le monde a un Android dans la poche, hein, ou presque, et qu'on scanne l'œuvre, eh bien, je sors justement et on peut me photographier et m'envoyer dans le monde entier. Et ça, c'était important parce que les amateurs d'art arrivent dans les galeries, dans les musées, avec des Android. Ils ont tous les gadgets possibles et imaginables dans leur voiture et chez eux. Et puis, quand ils voient des œuvres, eh bien, ils veulent que ce soit, bien sûr, surtout pour les acheter, de la peinture ou du dessin. Donc là, un collectionneur peut avoir ça sur son mur, c'est tranquille, ça n'embête personne. Et puis le jour où il reçoit des amis, il peut dire, vous savez, j'ai aussi en plus acheté une performance d'Orlan. Et il peut faire la démonstration. Donc voilà, j'ai toujours essayé, moi, dans mes œuvres, qu'il y ait plusieurs messages qui soient passés. Et c'est jamais des œuvres gratuites ou purement plastiques, esthétiques. Ce que j'aime, c'est toujours me situer dans le monde par rapport et à la fois à l'histoire de l'art, par rapport à l'histoire des œuvres actuellement qu'on contemple tous les jours. J'ai toujours voulu faire un pas de côté, dire autre chose autrement, et quelque chose qui me paraissait extrêmement important. Voilà. Et nos mentalités ne changent pas, hein, parce que nous sommes absolument incroyablement imprégnés des nouvelles technologies, mais on n'arrive pas à les penser, on arrive juste à en avoir peur. On le voit par exemple avec l'exposition Artistes et robots. La plupart des gens ont vraiment, vraiment peur des nouvelles technologies et de ce qui va nous arriver. Et on nous propose l'intelligence artificielle comme une espèce de épouvantail, alors que je pense, moi, j'ai pas peur, je suis ni technophile ni technophobe, je n'ai pas peur des technologies, j'ai peur des êtres humains, parce que quand on voit dans le monde ce qui se passe et ce que font les êtres humains, effectivement, ils peuvent se servir des nouvelles technologies d'une manière absolument affreuse. On l'a vu avec Hiroshima. Vous disiez à l'instant, Orlan, les mentalités n'évoluent pas, mais il y a quand même une part importante. Alors, est-ce que ça fait partie de votre travail? Moi, je le crois, mais d'intervention dans l'espace public, dans des débats, dans des colloques, dans des émissions, dans les médias, comme vous le faites aujourd'hui, où vous portez quand même un discours, et on l'entend, qui est très important, qui est aussi porté par vos œuvres. Comment est-ce que vous voyez, par exemple, la façon dont la question de la violence faite aux femmes et au corps des femmes prend enfin une place très importante dans le débat médiatique, alors que vous en parlez, vous, depuis des décennies? Comment est-ce que vous pensez participer à l'évolution des mentalités? Alors c'est sûr que j'aimerais pas avoir ce souci, mais je suis effectivement féministe et je pense que ceux qui ne le sont pas, c'est vraiment très étonnant parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont contre toutes les ségrégations. J'aimerais bien que ce ne soit pas mon souci, alors que dans ma vie d'artiste, dans ma vie de tous les jours, je suis sans arrêt confronté à vraiment des choses innommables par rapport aux femmes. Donc j'étais effectivement, entre parenthèses et entre guillemets, contente que des femmes balancent leur porc. Mais d'abord, on se rend compte que, bien sûr, il y a très peu de femmes qui ont parlé, parce que c'est quand même pas facile de dire, bah oui, j'ai fait ça pour avoir le rôle. Il y en a qui l'ont fait. Et immédiatement, en France, il y a une chose honteuse, disgusting, qui s'est passée. C'est que 100 femmes ont fait une pétition, on pourrait dire complètement misogyne, avec aucune solidarité, aucune compassion pour les femmes qui se font violenter, même si dans leur milieu ou dans leur expérience personnelle, elles ne l'ont pas été. On peut quand même imaginer la douleur des autres. Et donc, et c'est pas étonnant en France, dès qu'on parle de féminisme, il y a une résistance qui monte, quoi. Et c'est vrai qu'avant, je disais que j'étais contre toutes les discriminations, et maintenant, je dis haut et fort que je suis féministe, je veux bien avoir l'étoile jaune dans le dos, parce que ça me paraît extrêmement important. Donc, quand on voit ces 100 femmes, et qui sont parmi la plupart des intellectuels, ça paraît vraiment quand même extrêmement étrange. C'est d'une violence incroyable. Elles disent très très clairement,
Nous, on n'est pas comme les féministes, comme ces femmes-là. Donc on est anti-féministe. On aime les hommes. On aime les hommes qui soient porcs, qui soient pas porcs, qui nous harcèlent, qui nous violentent ou pas. C'est pas grave, on les aime. Regardez-nous, on vous aime. Donc, en faisant passer, comme d'habitude, les féministes pour des puritaines, comme si je ne baisais pas, comme si les autres ne baisaient pas, comme si j'avais pas beaucoup baisé, comme Catherine Millet. J'aurais pu écrire des livres similaires. Donc, bon, tout ça est déraisonnable, vraiment. Mais si on pouvait parler d'autre chose, parce qu'encore on va dire que je suis imbaisable. Personne ne le croit, Orlan. Alors, parlons de tout à fait autre chose, justement. Vous évoquiez au tout début de cette masterclass sur France Culture le fait que vous écriviez de la poésie tous les jours, disiez-vous, ou toutes les nuits, ou tous les matins. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des heures dans la journée ou dans la nuit d'Orlan qui sont dévolues plutôt à telle ou telle activité? Oui, c'est vers 4 ou 5 heures du matin. Je prends en général mon somnifère, c'est pour ça que ce matin c'était très dur, vers les 4 heures ou 4h30, parfois plus, parfois moins, ça dépend si j'ai un train ou un avion à prendre. Mais voilà quoi, je sais plus ce qu'on C'est là que vous écrivez? Oui, de la poésie? Oui, j'écris. En fait, j'ai commencé à l'adolescence, comme presque tous les adolescents font. Et en fait, ça ne m'a pas quitté et c'est revenu d'autant plus que je n'arrête pas d'écrire des listes pour manager mes assistantes qui sont là, qui peuvent en témoigner, des listes pour que je ne perde pas la mémoire de telle chose, etc. J'écris bien sûr des textos et des emails comme tout le monde, donc finalement on y perd son vocabulaire, sa syntaxe, on y perd la qualité complètement du texte. Et je voulais revenir à d'autres mots, et donc j'écris tous les soirs pour au moins retrouver d'autres mots et d'autres manières de dire, d'autres sensibilités, et ne pas être uniquement dans le pratique. Voilà. Mais en fait, c'est un problème, ces textes, parce que moi, c'est des textes, on pourrait dire, qui sont comme ça, comme un déversoir, quoi, qui sont comme générés par un générateur automatique. On pourrait y revenir pour le robot. Et moi, ce que j'aime, c'est vrai, dans l'art, c'est l'élaboration, le travail, la maturité d'une œuvre quand elle se montre. Donc, il y a toujours beaucoup de préalables dans mon œuvre, beaucoup de préalables. Beaucoup de mes œuvres partent de lecture. C'est toujours là où j'ai un sursaut, où j'ai des idées, où c'est en lisant. Et et c'est pour ça aussi que moi-même j'écris des textes, parce que c'est en écrivant aussi que j'ai des idées peut-être plastiques ou de choses que je pourrais faire. Il y a beaucoup d'autres choses que je voudrais faire. Le problème, c'est toujours un problème de structure et de nombre d'assistants avec soi et d'argent. Alors, cette écriture poétique, elle vous embête un peu parce que justement, elle est d'ingé et elle n'a pas d'autre fonction que celle d'être déversoir. Voilà, oui. Que de m'enlever des poids sur les épaules. C'est-à-dire que Mais par contre, elles ont été quand même publiées par Baudouin-Janin, qui a voulu en faire un livre. Alors je lui ai dit, d'accord, mais on ne met pas la date. On ne met pas si je l'ai fait quand j'avais 17 ans ou bien si je l'ai fait hier. On en prend de toutes les dates, mais on mélange tout. Donc voilà, c'est finalement sorti. Mais ça me fait bizarre. C'est-à-dire? Parce que c'est pas aussi maîtrisé, élaboré. J'aurais envie de les corriger, ouais. De faire comme par exemple Julien Blaine a fait une fois dans une exposition. Il a exposé des textes qu'il avait fait à 17 ans. Et puis, en tant qu'adulte, je crois qu'il l'a fait pour ses 50 ans, il a rayé les choses qui n'allaient pas, il a mis d'autres mots en rouge, il a employé une autre syntaxe, ou il a rajouté des choses, ou éliminé des choses. Et je trouvais ça très, très courageux d'avoir fait ça, très intéressant. Peut-être que je ferai ça un jour avec mes textes, oui. Oui, parce que c'est une des questions d'ailleurs récurrentes de ces masterclass. Orlan, c'est savoir si vous avez déjà ou si vous avez déjà eu l'envie de retoucher certaines de vos œuvres. Quel regard vous avez sur les œuvres passées? Mais là, dernièrement, par exemple, j'ai eu une drôle d'expérience puisque je viens d'exposer à Valencia des œuvres que j'avais exposées aussi à la FIAC dans une galerie espagnole, Espace Visor, qui en fait faisait une exposition
essayé de refaire surgir une exposition qu'avait fait Pierre Estany avec Léa Lublin et moi. Et c'était une exposition assez incroyable. Mais moi, ce que je présentais, c'était des œuvres qui n'ont jamais été montrées 2 fois, à part finalement à la FIAC. Donc à beaucoup de temps d'intervalle, quoi. 40 ans d'intervalle, elles n'avaient pas été montrées jamais. Donc on peut dire que les curateurs, les critiques d'art, les collectionneurs ne font pas le travail d'archéologue qu'il faudrait faire. Et donc je retrouvais plus ces œuvres qu'ils voulaient montrer et qui sont des œuvres à partir de photocopies, au tout début de la photocopie, quand c'est sorti. Et je faisais des photocopies de marbre, donc de faux marbre, sur des papiers de couleur, qu'ensuite je coupais. Et je faisais quelque chose d'assez géométrique, on pourrait dire, en espace. Puis, il y avait aussi mes colonnes, mes madones, et c'était rehaussé avec un peu d'aquarelle et de je ne sais quoi. Donc, ces choses-là avaient disparu dans un storage, je ne les retrouvais pas. Et puis, finalement, je les ai retrouvées. Et c'est vrai que d'être nez à nez avec des œuvres, on a presque l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui les a fait. On n'en est plus là, on est ailleurs. Mais en même temps, c'est de l'incani, quoi. C'est ah oui, c'est moi, ça. Bon, non, d'accord, j'ai fait ça, pourquoi pas. Oui, oui. Arestani aimait beaucoup ça. Bon, d'accord, ben maintenant on l'aime à nouveau. Mais on l'avait détesté pendant 40 ans. Et justement, est-ce qu'une œuvre ou une série d'œuvres, parce que ça marche quand même souvent comme ça pour vous, Orlan, elle se fait en réaction aux œuvres précédentes, c'est-à-dire soit en creusant un sillon et en continuant à le creuser, ou en étant aussi en réaction négative par rapport aux précédentes? Est-ce que quand vous avez exploré un champ, vous avez envie de l'oublier et de passer à autre chose? Comment est-ce que ça fonctionne pour vous? Oh non, c'est pas ça. Enfin, peut-être on pourrait dire ça. Par exemple, j'ai travaillé avec le baroque qui m'a beaucoup appris pendant, je sais pas, 10, 15 ans. Et tout en faisant des chantiers parallèles. Hein, j'ai toujours des chantiers parallèles. Bon. Mais effectivement, je pourrais encore continuer, ou les self-hybridations, je pourrais encore les continuer, ou il y a beaucoup d'œuvres que j'ai faites gamine, où j'avais absolument pas d'argent et où je faisais des petites choses, et j'ai qu'une envie, c'est les agrandir à l'échelle du corps, etc. Donc j'ai qu'une envie, c'est de faire des grandes installations, de faire des choses importantes, mais comme il faut les mettre au storage et que ça coûte cher, eh bien finalement on ne les fait pas forcément. Vous voyez, il y a aussi des questions de faisabilité, quoi. Très pratique. Mais finalement, quand vous préparez une série d'œuvres, on a dit un travail de collaboration important, puisque vous pouvez travailler avec des scientifiques, avec des retoucheurs, avec des chirurgiens. Donc, il y a toujours un travail très long, et vous le dites, il y a toujours plusieurs choses en cours. Tout à l'heure, j'évoquais ce que pourrait être une journée d'Orlan. Elles sont toutes différentes, avec des moments où vous vous intéressez à une œuvre, alors tout au début, une autre qui est en cours de fabrication, l'autre c'est l'exposition qui va ouvrir. Comment est-ce que ça fonctionne Vous savez, c'est très différent. C'est très différent. Par exemple, là, je sors d'un tunnel et j'y suis encore pratiquement. J'ai mis 6 mois, et dont 1 ou 2 mois, et mes assistantes le savent, à ne faire que ça, ne penser qu'à ça, ne pas pouvoir faire quoi que ce soit d'autre, pour arriver à faire cette sculpture, on pourrait dire, qui est un robot. Qui parle, qui devrait chanter bientôt, qui pourrait danser plus tard, puisque c'est une œuvre in progress, et qui est une œuvre qui m'a demandé, où j'ai pris beaucoup de risques, trop de risques probablement, parce que pour faire ce que j'ai fait, il aurait fallu avoir beaucoup d'argent et beaucoup de stagiaires. Voilà. Et donc, je l'ai fait à l'arraché, en travaillant jour et nuit, vraiment jour et nuit, avec des nuits blanches en quantité, et une moyenne de 17 heures, 18 heures de travail par jour, week-end aussi. Hein. Je ne vais ni à la messe, ni je lave la voiture ou joue aux boules le dimanche. Donc, voilà. Donc là, j'ai rien vu d'autre. C'est l'orlanoïde. J'ai rien vu d'autre pour faire mon orlanoïde, pour faire un striptease artistique, électronique et verbal. Pour moi, cette proposition de Jérôme Neutre et de Laurence Bertrand d'Orléac a été vraiment très importante, très inspiratrice,
parce que je tournais autour déjà depuis longtemps. Et puis, comme j'ai voulu, moi, recomposer mon corps, le retravailler, le reconstruire, c'était intéressant de travailler avec les nouvelles technologies qui nous promettent de reconstruire du corps, qui essayent en tout cas de le faire. Donc, j'ai voulu essayer à la fois de faire le point sur ce qu'on était à peu près capable de faire ici, avec en tout cas la boîte que j'ai trouvée et que j'ai pu payer. Il y en a peut-être une autre qui pourrait me pousser plus, je ne sais pas. Et donc j'ai fait, ça me paraissait très important que ce soit avant, je le dis, un striptease artistique. Parce que souvent dans les nouvelles technologies, on voit des œuvres qui sont vraiment simplement qui montrent que la machine marche. On appuie sur le bouton, ça fait ça, et ça refait ça, et tout le monde est content. Et puis parfois, ça peut faire des choses plastiquement très très belles. Mais moi, je voulais qu'il y ait un positionnement vraiment très important. Donc, ce personnage et ce striptease, puisqu'il montre absolument ce qu'il est, un robot en métal, mais il a mon visage, enfin le plus proche possible de la ressemblance, et il a mes mains. Et en fait, il est capable, parce que, et vous le savez, puisque j'ai une personne ici qui a fait tous les MP3, j'ai dit 20 000 mots, enregistré 20 000 mots, que Anaïs, docteur, qui est mon docteur de tous les jours, a mis dans des MP3. Et après, mon organoïde peut parler avec ma voix. C'est-à-dire que quand il y a le générateur qui produit du texte, j'ai aussi deux grands écrans autour du robot, et il dialogue avec ce robot. Et donc, les textes générés par le générateur, qui, entre parenthèses, a été un travail j'ai appelé Jean-Pierre Balpe, qui est un des premiers à avoir fait des générateurs. Quand les textes sont générés, l'organoïde, le robot, peut les lire avec ma voix. Et il y a aussi dans cette installation, qui est pour moi très importante, deux grands écrans où je fais des performances filmées qui sont des chansons que j'ai écrites d'ailleurs pour un concert avec les Chicks on Speed, enfin 3 concerts avec Chicks on Speed à Salou, qui était la boîte de nuit qui était reliée à Silencio. Et ces chansons, en fait, sont très importantes pour moi parce qu'il y en a une qui est une pétition contre la mort, donc ça a à voir avec le transhumanisme. Il y en a marre quand même, ça fait trop longtemps qu'on ne nous demande pas notre avis, ça fait des millénaires. On ne vous a pas demandé votre avis. Est-ce que vous voulez mourir? Bon. Ah, voilà. Moi non plus. Non. Est-ce que vous avez envie que vos enfants meurent, vos amis meurent, vos parents meurent? Non. On ne nous a pas demandé notre avis. Non. Non. Donc il faut arrêter, quoi. Il faut avoir envie de sortir du cadre. Parce que même si c'est qu'une tentative de sortir du cadre, le fait simplement de pouvoir imaginer que la vie pourrait être plus longue, vous savez quand même que les baleines vivent jusqu'à 300 ou 320 en certaines espèces. C'est quand même absolument dommageable que les baleines qui finalement, elles font quoi d'autre que de manger du plancton? Je ne sais pas, moi je peux faire d'autres choses en 300 ans. Les tortues, 200. Les séquoias géants, 3005, 4500 même. Et en plus en gardant la forme. Hein. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Effectivement, du côté du transhumanisme, c'est quand même assez intéressant. Il y a le livre de Beck BD qui vient de sortir, qui est probablement aussi à lire. Je ne sais pas si tu l'as lu, Bernard Blisten. Non. Non, tu veux, non. Bon. Mais moi, je vais essayer de le lire. Il paraît que c'est très intéressant pour essayer de vivre plus longtemps. Et puis, l'autre chanson, c'est une chanson qui apostrophe les écolos et qui dit « No baby, no baby, no ». Et qui explique pourquoi quand même. La Terre est surpeuplée, la Terre est surpolluée, il y a plus d'eau, il y a du plastique dans le ventre des poissons, des oiseaux, etc. C'est hallucinant. Pourquoi les femmes continuent à croire et que l'humanité continue à croire qu'il faut peupler le monde? Il est peuplé. Donc, il faut arrêter quoi, d'avoir des enfants, et surtout en quantité. Et les écolos ne disent jamais ça. Par exemple, ils n'ont pas du tout dit ça. Ils ne parlent pas du tout de la démographie, parce qu'en fait, dès qu'on parle de la démographie, on attaque un tabou absolument énorme, et on attaque les religions.
Donc, effectivement, c'est le grand tabou. Mais quand même, il faut y venir, parce que élever des poulets, élever des bœufs, élever des cochons, il faut les nourrir, ça coûte très cher, ça demande de l'eau. Ensuite, il faut les piquer, d'abord les faire souffrir, torturer dans des petites cages abominables, et puis les tuer. Et puis il y a leur déjection, les déjections, les déjections, les déjections. Qu'est-ce qu'on fait avec les déjections? Donc, il faut arrêter. Donc, dans la chanson, je dis gentil bébé, viendra le délinquant, 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 délinquant. On salue le chef opérateur du son qui avait un casque sur les oreilles, Orlan. Non, tout va bien derrière. Bon, je confirme que son ouïe est encore présente. Bon. Orlan, à propos de... Il y a un public là, et donc il y a des messages à faire passer, mais... Oui, ils sont venus un peu en retard, ils avaient dû prendre un somnifère comme moi. Ouais. Et ils arrivent, et puis ils sont là, vous êtes aussi filmés, et la diffusion pour les siècles des siècles, on reparlera de la postérité dans un instant, même si vous l'avez évoqué. Le message, il faut qu'il arrive, là, et je pense qu'il est arrivé assez clairement, mais comment est-ce que vous vivez la réception critique de votre travail, Orlan? Bien faire et laisser dire. Vous savez, on ne va pas s'énerver, hein, parce qu'on a dit des choses absolument horribles par rapport à moi. Dans les médias qui m'ont fait beaucoup de mal, on a dit que j'avais fait 114 opérations chirurgicales, que j'étais la plus grande masochiste des temps, de tous les temps, alors que mon premier deal avec le chirurgien, c'est pas de douleur. Et effectivement, c'est comme chez le dentiste, on vous fait une piqûre, vous faites une grimace, et ensuite, vous avez des bruits bizarres. Bon... Donc voilà, bien faire et laisser dire, c'est la seule solution. Regardez ce qu'on a dit sur les impressionnistes. On a dit que si une femme voyait leur tableau, elle allait accoucher tout de suite, tellement c'était laid, qu'ils avaient une maladie des yeux. Bon, c'est très difficile et il faut se méfier de nous-mêmes comme des journaux et comme des autres. D'accepter quelque chose de novateur, de quelque chose de différent, quelque chose qui change vos habitudes de perception. Il y a d'abord une résistance. Et il faut s'introspecter, se dire, tiens, s'il y a résistance, est-ce que je ne pourrais pas comprendre quelque chose si je réfléchissais, si je m'informais de cette chose-là, etc. Bon, donc voilà. Mais la réception critique n'est pas que négative. Est-ce qu'il y a aussi des textes que vous avez pu lire de critiques d'historiens d'art sur votre travail qui vous ont nourri, qui vous ont aussi peut-être fait découvrir des aspects? Il arrive que l'artiste ne voit pas certaines choses de son propre travail. Ah oui, ça, vous avez raison. Effectivement, moi, j'adore le regard des autres et les lectures du travail, parce qu'effectivement, il y a souvent... parce qu'on essaye de tout maîtriser, en tout cas pour moi, on essaye de tout contrôler, en tout cas on essaye au moins de ne pas faire n'importe quoi sous soi d'une manière anale, mais d'avoir un peu de recul. Mais effectivement, il y a des zones troubles. Et il y a, dans le meilleur des cas, parce que c'est pas toujours, souvent les journalistes se contentent de répéter au plus mal ce que vous avez dit, il y a des gens qui vous apportent énormément, énormément. Et par exemple, Bernard Bisten, qui est ici, m'a apporté énormément dans certains textes. Donc, c'est intéressant, une attitude critique. Mais souvent, ce sont des attitudes de démolition totale par résistance à ce qui est dit et ce qui est fait. Et quand on est en plus une femme, on le sent encore d'autant plus. C'est vrai qu'il y a aussi chez vous un mélange qui est quand même assez rare d'une démarche intellectuelle très structurée, je crois qu'on l'a bien entendu, et une bonne dose quand même d'humour. Il y a le goût de la provocation et un réel intérêt pour l'autre, pour les autres. C'est peut-être quelque chose qui déstabilise peut-être la réception qu'on peut avoir de votre travail. Ah, vous avez tout compris. Vous m'écrirez un texte la prochaine fois? Quelques lignes suffiront. Non, mais c'est sûr qu'il y a un travail sans compromis. C'est toujours prendre le risque d'être très, très mal compris. C'est sûr, mal comprise. L'humour, ça, vous ne pouvez pas vous en empêcher aussi?
Ah oui, oui, oui. Je pense que par exemple la pièce à Artistes et robots est vraiment pleine d'humour. Il y a une espèce de théâtre, par exemple, du deep learning. Parce que quand même, il faut bien se dire que l'intelligence artificielle, pour le moment, pratiquement, ça n'existe pas. Effectivement, on peut engendrer des paquets de mémoire que l'on ressort d'une manière ou d'une autre avec des mots-clés, mais les conversations n'existent pas, ou fabriquent des cadavres esquis. Enfin, bon, moi j'aime la poésie, donc les cadavres esquis me plaisent, mais ça fonctionne comme ça, alors qu'on nous le propose, on nous le montre comme quelque chose qui va nous dépasser, qui va avoir toute autorité sur nous. Donc moi j'ai essayé dans mon robot de mélanger les intelligences. Donc j'ai mélangé les intelligences, un peu d'intelligence artificielle, parce que ça coûte beaucoup trop cher, le peu de choses que l'on pourrait mettre, et puis de l'intelligence collective. J'ai demandé à un certain nombre de personnalités de me donner des textes, des questions que l'Orlanoïde poserait à Orlan et que Orlan poserait à l'Orlanoïde. Et aussi, j'ai eu le malheur de mettre sur les réseaux sociaux et sur mon site le questionnaire de Proust. En fait, c'était quelqu'un qui participait à l'intelligence collective, Ami Barak, qui m'a donné ce questionnaire de Proust. Alors, je me suis dit, on y va, on le met, mais les réponses qu'on a eues dans les réseaux sociaux, c'est pas de l'intelligence, c'est vraiment de l'idiocratie grave. Donc, très difficile à employer. Et on est devant cette histoire-là, quoi. Si vous n'avez pas vu ce film Idiocratie, il faut absolument le voir. C'est un film très drôle d'ailleurs, mais en rit jaune, et qui parle de nos idiocraties et de l'idiocratie future et où nous en sommes et où risque d'aller bientôt. On a évoqué les critiques, alors que vous souvenez surtout des choses très négatives, mais j'ai dit aussi au début de cette masterclass sur France Culture, Orlan, que vous avez reçu de nombreux prix à travers le monde. Est-ce que vous êtes sensible aux prix, aux récompenses? Comment est-ce que vous les recevez? Mais écoutez, ça ressocle quand même, hein. Quand on fait un travail difficile, je suis quand même une écorchée, comme beaucoup d'autres artistes. Ça ressocle, puis ça fait plaisir aux amis, à la famille. Ça fait pas de mal, hein. Pour moi, ça ne fait pas de mal. Donc effectivement, j'ai eu le Grand Prix de l'e-réputation. Alors ça, c'était intéressant. C'est l'artiste la plus cliquée, la plus commentée sur l'Internet. Et là, dernièrement, mais j'ai vu que ça ne faisait aucun rebondissement, en tout cas en France. J'ai reçu le Grand Prix de l'excellence féminine internationale. Donc voilà, puis j'ai quelques médailles. Je suis chevalière. Mais j'ai toujours été chevalière de la culture contemporaine. Alors peut-être que la dernière question habituelle de ces masterclass, Orlan, vous y avez déjà un peu répondu, c'est la question du rapport à la postérité. Alors on peut dire qu'Orlanoïde, première génération, parce que je me doute et j'espère qu'il y en aura d'autres. On peut imaginer un Orlanoïde 2, 3, 4. Mais dans le livre que Stéphane Place vous avez consacré, vous avez dit « J'ai donné mon corps à l'art, car après ma mort, il ne sera pas donné à la science, mais placé dans un musée momifié. » Ça pourrait être ici, au Centre Pompidou? Ah bah alors je refais la demande, oui. Mais je n'y crois pas vraiment. Je n'y crois pas vraiment. Actuellement, même les momies ont vraiment beaucoup de problèmes. Et on est dans un pays où on a peur de tout. La fameuse exposition du docteur, ça y est, allemand, dont je ne me rappelle pas le nom, a été interdite alors qu'elle a été montrée dans tous les pays. On est quand même très frileux, quoi. Il faudrait peut-être que ça cesse avant, pour que ça puisse se passer. En tout cas, là, j'ai essayé de tâter, mais je crois que j'ai vraiment aucune chance. Aucune chance en France? Vous pourriez être dans un musée à l'étranger? Ou est-ce que vous avez envie que ce soit ici? Oui, peut-être en Tasmanie, peut-être, voilà, ce serait possible. Il y a un musée très, très spécial, très, très étrange, avec un collectionneur incroyable. Donc, on ne sait jamais, hein, il peut y avoir un endroit dans le monde. Mais vous souhaiteriez vraiment? Mais vous savez, ce que je souhaite vraiment, c'est ne pas mourir. Oui, oui, oui. Là, et si tout le monde signe ma pétition sur mon site, on a peut-être une chance. On a peut-être une chance. Qui ne tente rien n'a rien. Signons pour l'éternité d'Orlan. Non, l'éternité de tous. Et l'éternité est un jour. Tout de même. Hein.
C'est le meilleur jour, celui-ci. Merci beaucoup, Orlan. Merci, monsieur. Mais- Alors, spécialement... alors, c'est quand même pas tout à fait fini. Attends, alors, Ah. Ah. Ah, une petite performance. J'espère qu'elle est filmée. Pardon. Tu vas avoir de bisous, hein. Excellent. Elle embrasse des mondes avec son vagin, c'est extraordinaire. J'attends mon tour. Hein. Vous voyez. C'est ouf. Ceux qui vont dans les bénitiers. Et puis, bien sûr, le meilleur pour la fin. Non, c'est...